Bonjour Jean-Louis Debré. Bonjour, vous allez bien? Et vous, comment ça va? Quand je vous vois, je vais très bien. Eh bien écoutez, merveilleux, c'est partagé. Alors je le disais, vous êtes ancien député, ministre de l'Intérieur, président du Conseil constitutionnel, de l'Assemblée nationale également, politique somme toute, et désormais comédien. Je crois que ce rôle vous va bien, qu'il vous convient aujourd'hui, on va en parler. Mais de prime abord, je tiens quand même à vous rassurer, parce que je vous sais un peu frileux des questions d'actualité politique quand vous avez envie de parler de votre théâtre. Jean-Louis Debré, celui qui vous tient à cœur et au corps. Alors soyez tranquille, aujourd'hui on ne fera pas de sensationnalisme pour tweeter la petite phrase qui fait parler, mais on cherche des sensations, juste des sensations et si possible des émotions. Alors d'abord cette première question, la vôtre Jean-Louis Debré. Toute ma vie, je n'ai eu qu'une angoisse, être un ancien, qu'une obsession, arrêter la politique avant qu'elle ne me quitte. Alors qu'est-ce que vous ressentez là tout de suite Jean-Louis Debré? Ah, quel bonheur pour moi d'être aujourd'hui, à mon âge, un jeune comédien. J'ai toujours eu cette obsession. Quand j'étais magistrat, c'était un bonheur pour moi, je voulais quitter la magistrature avant que je sois résigné, blasé, sceptique. Ce que j'ai fait, alors que j'avais un cabinet d'instruction qui marchait bien. Bon. Et puis je suis rentré en politique, et là, ça a été le bonheur absolu. J'ai été député, maire, vous avez rappelé, des fonctions passionnantes, difficiles. Mais j'avais une angoisse. C'est d'être un politique qui devienne un vieux politique sans souffle, blasé. Et j'ai quitté la politique. D'ailleurs, j'avais commencé en écrivant des livres, des romans policiers, des livres d'histoire, pour m'aérer, pour regarder. Et puis, cette occasion qui a été de monter sur les planches avec un bonheur absolu puisque ça marche très bien. On devait jouer un mois, on joue depuis le mois de septembre jusqu'au mois de mars. Avec des prolongations. Et d'être aujourd'hui, et d'apprendre. Ce qui est fantastique dans la vie, quel que soit votre âge, c'est d'apprendre. C'est de regarder, de découvrir des univers nouveaux, de rencontrer, de croiser des personnalités différentes. C'est ça l'enrichissement de la vie. La vie est un bonheur grâce aux autres. Vous avez toujours su, Jean-Louis Debré, que vous seriez un artiste finalement? Oui, parce que ce que j'aime dans la vie, c'est la sensation. C'est transmettre une sensation, une émotion, la peinture. Je suis pas capable de dire si c'est un grand peintre ou un bon peintre, mais devant un tableau, pour moi, un grand peintre, c'est quelqu'un qui me procure une émotion. Je vous ai beaucoup entendu dire la phrase suivante dans les médias: le drame de la politique, c'est qu'elle est devenue un métier du spectacle. Vous, sur scène, vous ne faites pas de politique à proprement parler, mais quelques clins d'œil quand même. Alors, est-ce que c'est votre drame ou votre chance, Jean-Louis Debré? Non, mais si vous voulez, on raconte ces femmes qui ont réveillé la France. C'est une pièce où on parle des principaux personnages qui ont façonné notre pays. Mais que c'est bon de temps en temps faire des clins d'œil et de montrer que tout ça n'est pas très éloigné de nous. Et alors, j'aime bien blaguer, et au cours de cette pièce, j'aime bien faire rire le public sur des allusions à aujourd'hui. On va en parler longuement. Nous allons en parler parce que d'abord, le début, Jean-Louis Debré, si vous le voulez bien. Vous êtes né le 30 septembre 1944 à Toulouse. Vous grandissez dans une grande famille française qui a marqué l'histoire, fils de Michel Debré, ancien Premier ministre et architecte de la Constitution de la Ve République du général de Gaulle. Vous êtes bercé aux valeurs républicaines et marchez sur les pas de votre papa, puisque vous avez emprunté également une carrière politique avec la même sensibilité. Je peux vous interrompre? Bien sûr. D'abord, c'est une petite famille et qui est marquée génération après génération. Mon arrière-grand-père, le grand rabbin Simon Debré,
qui va choisir la défense de Dreyfus. Et puis, le nom de Debré même, c'est le premier acte de la Révolution familiale, puisque au moment de Napoléon, cette petite famille qui vient de Bavière, il faut prendre un prénom pour faire large, d'origine chrétienne. Et alors, Anschel Moïse décide de rester fidèle à la France, mais de ne pas renier ses racines juives. Et il va prendre le nom d'Hébré, qui est la racine hébraïque de Devarim, et c'est-à-dire porter la parole. Et donc, il y a en moi, puisque il y a le sang de mes ancêtres, il y a en moi cette volonté d'être à la fois laïque, fidèle à une tradition et républicain. Et puis, Robert, mon grand-père, va quitter l'Alsace pour ne pas servir le régime allemand. Et il a épousé, Robert, une femme, Jeanne de Babonsan, qui va d'ailleurs devenir une des premières femmes internes des hôpitaux et chef de service, mais c'est la fille d'un peintre. Et ce peintre, c'est un peintre catholique de Toulouse. Mais ce peintre catholique de Toulouse, il est Dreyfusard. Alors que tous les catholiques de Toulouse sont anti-Dreyfusard. Et il va être choisi par les amis de Zola pour illustrer le J'accuse de Zola. Comment voulez-vous, après tout ça, qu'on échappe à sa famille? Et puis mon père, ma mère, mes oncles, c'est la résistance. C'est la résistance intérieure, il faut sauver la République. Et donc, tout ça me marque profondément. Vous marque profondément. Est-ce que pour vous, c'est un poids sur vos épaules ou c'est une volonté finalement qui vous a été transmise par les générations précédentes? C'est un grand honneur auquel il faut rester fidèle. C'est être libre de ce que l'on est, tout en restant respectueux et admiratif de celles et ceux qui vous ont précédé. Enfant, vous êtes élève à l'école Atmer. C'est bien comme ça. Atmer. Au lycée Atmer. Au cours Atmer. Voilà, un établissement d'enseignement privé laïque. Très rapidement, une année. Une année, puis adolescent, vous souffrez d'un tassement de la colonne vertébrale. Oui. Vous êtes marginalisé, vous ne vous présentez pas au baccalauréat. Ouais. Et est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, puisqu'on parle souvent de la transmission des générations en génération, on vient de le faire, c'est parce que vous sentez finalement très tôt le poids des responsabilités qui vous attendaient? Non, pas du tout, parce que je reste pendant un an couché à cause des problèmes à la colonne vertébrale. Mais depuis l'âge aussi lointain que je me retourne, je voulais être magistrat et juge. Et c'était pour moi un drame de ne pas y arriver. Donc, dès que j'ai été guéri, j'ai mis les bouchées doubles. J'ai fait une licence en droit, un doctorat, un DES, Sciences Po. Vous avez pu passer votre bac ou pas, finalement? J'ai passé par la capacité en droit, où j'ai eu 2 mentions très bien. Donc, j'ai rattrapé toutes les études. J'ai fait 2 DES, un doctorat et je me suis j'étais intégré à l'école de la magistrature. Et là, le rêve de ma vie, être juge, être magistrat. Et ça a été 15 ans de bonheur absolu. 15 ans de bonheur parce que, voilà, je découvre avec le grand banditisme, puisque très rapidement, je me spécialise dans des affaires très connues et très dures. Famille d'une bonne bourgeoisie qui découvre la violence, la mort, le banditisme. C'était une découverte fascinante pour moi. Vous le dites avec émotion, c'était des années de votre vie extrêmement prenantes, enthousiasmantes. Aujourd'hui, on vous retrouve sur scène avec un enthousiasme incroyable, votre passion pour elle-même. Est-ce que c'est la même passion que vous avez eue autrefois pour la politique ou même la magistrature? La même, mais c'est fantastique quand tout d'un coup vous quittez les fonctions de magistrat que vous présentez aux élections, qu'il faut se battre, qu'il faut convaincre, et puis progressivement vous montez, et vous arrivez à devenir député, conseiller général, maire, ministre, président de l'Assemblée, etc. Oui,
Mais quel bonheur de changer, quel bonheur d'essayer de croiser des visages, des regards différents. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est pas de se replier sur soi et d'être content de soi. Je remercie tous les gens que j'ai croisés qui m'ont apporté des choses. Ils m'ont instruit. Si c'était à refaire, Jean-Louis Debré, auriez-vous fait les mêmes choix? Est-ce que vous auriez quitté la politique plutôt pour la scène ou vous n'auriez peut-être jamais fait de politique, celle que vous délaissez un peu aujourd'hui? Alors, non. Si aujourd'hui la politique n'est plus mon domaine, j'ai appris par ma famille républicaine que la République, elle suppose que génération après génération, les femmes et les hommes s'engagent en politique. Parce que un régime qui n'est pas soutenu par ses enfants, par ses jeunes, est un régime qui meurt. Qui prend la suite chez vous? On verra, c'est mes enfants. J'ai voulu que tous mes enfants aient un métier. Car pour moi, c'est important. Il y a un temps pour apprendre et un temps pour devenir politique. Je me méfie des professionnels de la politique, ceux qui croient en tout et en rien. Et par conséquent, je leur ai toujours dit ce que mon père m'avait dit, il faudra que tu t'engages. Comme génération après génération, ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père se sont engagés pour défendre la République et les valeurs de la République. Mais il est encore temps que tu apprennes un métier. Et après ce métier, tu rentreras en politique. Alors votre métier aujourd'hui, Jean-Louis Debré, c'est les planches. On vous retrouve depuis septembre dernier au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse avec la pièce historique, j'ai envie de dire, Ces femmes qui ont réveillé la France. C'est la première fois que vous êtes sur scène et d'ailleurs vous jouez les prolongations jusqu'au mois de mars 2022, du mercredi au samedi à 19h. Vous êtes avec votre compagne Valérie Boschneck sur scène qui est merveilleuse à vos côtés. D'abord, comment la scène est arrivée à vous ou comment vous êtes venu à elle? Écoutez, c'était un rêve étrange et pénétrant, comme dirait le poète. C'était un rêve que j'avais depuis longtemps, qui était, après la politique, surtout ne pas m'enfermer sur moi-même. Et j'ai une passion pour les arts vivants. Et donc, un jour, un producteur, je l'ai dit à la radio, un jour que je voulais faire du théâtre ou du cinéma, que je voulais découvrir autre chose. Et donc, Olivier Keffer, qui est le producteur, un jour m'a appelé, disant est-ce que vous voulez monter sur la scène vraiment? Oui, oui. J'avais réalisé un film, Mon Chirac, qui avait très bien marché. Et il m'a dit, bon, bah, écoutez, voilà, en septembre, vous montez quelle pièce? Et il me dit, bah, vous vous débrouillez, ce que vous voulez. Et à ce moment-là, en 3 mois, nous avons, avec Valérie, écrit cette pièce. Tirée d'un livre. Tirée d'un livre qui s'appelait Ces femmes qui ont rêvé la France. Et alors, c'était compliqué parce qu'il faut faire des dialogues, etc. Et puis, fin août, 15 août, on avait fini, on lui a soumis la pièce, il a dit c'est bon, on a répété le 28 août et on a commencé le 8 septembre. Quelques jours après, vous étiez sur scène. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Petit extrait et on en parle. Mes chers collègues, cette égalité complète de la femme vis-à-vis de l'homme mène comme conséquence fatale à la suppression de la propriété privée et donc au collectivisme. Mon amant contrebandier qui me surprend avec un sous-officier. Un jour, le préfet de police décide que pour conduire un véhicule, il faut une autorisation. Alors, les policiers viennent voir monsieur le préfet. Monsieur le préfet, vous allez quand même pas donner une autorisation à une femme. Vous vous écoutez avec attention, Jean-Louis Debré. J'ai l'impression que vous vous corrigez même. Mais tous les jours, je me corrige. Vous savez qu'après la représentation, je suis dans la sortie, je parle avec les gens. Et c'est fou ce que je peux apprendre. D'abord, en les regardant. Vous savez, on est dans une société où plus personne ne se regarde. Et moi, j'aime regarder les gens dans les yeux. Et parce que les yeux parlent. Plus que la bouche. Il y a des gens qui sont timides de nature, qui n'aiment pas, mais je vois tout de suite en regardant leur façon de me regarder.
s'ils ont approuvé ou ne pas approuvé. Et puis, souvent, je parle avec eux. Souvent, je leur laisse mon mail et ils m'envoient des messages. Et ils m'ont, si aujourd'hui ça se passe très très bien, c'est grâce aux spectateurs. C'est eux qui m'ont, soirée après soirée, représentation après représentation, montré le bon chemin. Vous dites que les gens qui sortent de votre spectacle ne peuvent s'empêcher de vous parler de politique. Voilà, vous avez été très longtemps estampillé, donc c'est normal. Mais vous dites que ce qui vous intéresse, ce n'est pas de donner votre avis, mais de recueillir le sentiment des gens. Alors, ils vous disent quoi, ces gens ? Si vous voulez, oui, ils sont déboussolés. Ils sont inquiets, préoccupés, et ils cherchent une raison de se rassurer. Voilà. Alors, ils viennent vous voir au théâtre. Ça permet de rassurer aussi et de regarder un petit peu l'histoire que vous nous offrez en traversant les époques accompagnés d'une pianiste pour dresser le portrait d'une vingtaine de femmes qui ont tenté de ou réussi à changer le cours des choses, pour révolutionner les codes et les cases, s'émanciper des haillons dans lesquels elles étaient nées, pour se transformer, changer leur destin et celui des autres. Comment les avez-vous choisis ? Dans ce spectacle, on a voulu choisir des pionnières, donc des femmes qui avaient réveillé la France, changé, la première femme qui a passé le bachot, se battre pour arriver, la première femme qui a été avocate, la première femme qui a été médecin, bref, toutes ces femmes... La première bachelière, Julie Victoire d'Aubier, Jeanne Chauvin, première avocate, Madeleine Bress, première médecin, la duchesse d'Uzès, première à passer le permis de conduire. Vous savez, Cyrielle, ce sont mes copines. Jeanne Chauvin, la première femme avocate, eh bien, lorsque j'étais au Conseil constitutionnel et que j'ai institué la QPC et que les avocats sont désormais venus plaider, la salle des avocats s'appelle Jeanne Chauvin. C'est une vieille copine. Quand j'avais fait un autre livre qui s'appelait Les oubliés de la République, j'avais découvert Julie Victoire d'Aubier. Et je vis avec Julie Victoire d'Aubier, avec Jeanne Chauvin, avec beaucoup d'autres femmes. Quotidiennement, je continue à rechercher des documents sur elle. Il y a beaucoup de Marguerite, ça m'a frappé. Marguerite Durand, Boucicaut, Yourcenar bien évidemment, Marguerite Monod. Oui, parce que c'est un prénom qui était à la mode à l'époque. C'est ça, un prénom qui était à la mode. Alors vous nous parlez des pionnières et des premières... Des pionnières et puis, parce que c'est très important, des grandes voix. Parce que si ces femmes ont réveillé la France, si ces femmes ont bousculé le conservatisme, c'est parce qu'elles avaient entendu des voix. Et ces voix, c'est George Sand, cette militante extraordinaire qui a donné aux femmes le mode d'emploi de la liberté, de la dignité. C'est Colette, naturellement, qui a ouvert bien des portes. Oui, c'est important, parce que ces femmes qui ont rêvé la France étaient inspirées par nos grandes romancières, par un certain nombre de grandes philosophes. Et ce qui m'attriste aujourd'hui, c'est qu'il y a moins de voix comme celle de Colette ou de George Sand. Vous parlez beaucoup de révolution sociale avec les femmes, donc qu'on n'est pas habitué à voir penser. C'est un slam de Valérie. Ces femmes qui se sont un petit peu rebiffées. Est-ce que c'est la politique que vous aimez, Jean-Louis Debré ? C'est-à-dire ce côté un petit peu, je prends ma vie en main et quoi qu'il en coûte, je peux transformer. Oui, je pense que chacun ou chacune d'entre nous doit prendre sa vie en main. Mais je pense aussi que l'État, dans son organisation, doit permettre à chacun et à chacune de changer de voie, de s'orienter. Je crois beaucoup à la promotion sociale. Je crois beaucoup dans chaque commune de France, qu'il y ait une sorte de référent qui puisse soit à disposition des jeunes gens et des jeunes filles qui s'interrogent sur leur avenir. Tous les jours, moi, quand je vois des jeunes à la sortie du théâtre, ils m'interrogent.
qu'est-ce qu'on fait? Ce matin, avant-hier, il y avait une jeune fille qui était venue au théâtre et elle s'interrogeait beaucoup sur, elle avait fait une licence en droit, elle s'interrogeait sur qu'est-ce qu'elle va faire, etc. On a eu une longue conversation et elle m'a mis un petit mail ce matin, finalement, je reprends mes études et je vais passer le doctorat en droit. Voilà. Je pense que notre société est une société qui est trop standardisée et qu'on devrait instituer, non pas un médiateur de la République, mais quelqu'un qui a la capacité de vous entendre, de vous écouter. On vit dans un monde où plus personne ne se parle, où plus personne ne s'écoute, où ce sont non plus des dialogues, mais des monologues. Et je pense qu'une pièce comme ces femmes qui ont réveillé la France, qui peuvent donner conscience aux femmes qu'il y a un avenir, les femmes et les hommes, le fait d'être à la sortie et de parler, on a le sentiment que notre relation, elle va durer au-delà de ce théâtre. Jean-Louis Debré, quand je vous entends, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous en avez vraiment fini avec la politique ? Mais je ne fais plus de politique. Oui, mais en vous entendant, il y a peut-être une proposition d'un quelque chose. Est-ce que vous ne voudriez pas souffler cette proposition ? Non, je souffle rien. Moi, je suis en dehors. Je vis un bonheur absolu avec ce théâtre. Je vis un bonheur absolu en rencontrant le public. Dimanche prochain, il y a un hôpital et toutes les infirmières qui viennent. C'est fantastique. Mercredi, il y a un quart entier qui vient. Ils vont après dîner dans un petit restaurant pas très loin. Je vais aller les retrouver et on va tous ensemble parler. Cette société, elle est bloquée parce que les gens ne parlent plus ensemble. Eh bien, nous, on va continuer à parler avec Sauf vous à et Radio de J. vous, Jean-Louis Debré.